Le 4 décembre 1891, un homme élégamment habillé et portant un chapeau haut de forme vient voir la baronne Délard dans son appartement situé au 42 boulevard du Temple, dans le 11e arrondissement de Paris. Cette dernière est la fille d'un général d'artillerie, la veuve d'un sous-intendant militaire de première classe et la mère d'un chef de bureau au ministère de la Guerre. Le visiteur discute longuement avec la baronne, puis brusquement la tue en lui tranchant la gorge à l'aide d'un couteau qu'il dissimulait sous ses vêtements. La bonne de la baronne, Delphine Oubre, surprend l'agresseur qui, après son meurtre, avait entrepris de fouiller le domicile de sa victime. L'assassin se jette alors sur la jeune femme et la blesse grièvement en lui assénant un coup de couteau dans le cou. Puis, effrayé par ses cris, il déguerpit. Moins d'un mois plus tard, la police arrête l'auteur de l'homicide, 19 rue Valois, dans une chambre meublée où, en provenance de Lyon, il s'était installé depuis peu. Il a notamment été trahi par la marque de fabrique du couteau retrouvé sur les lieux de son forfait, qu'on lui avait vendu peu de temps auparavant dans un commerce de la capitale des Gaules. Il s'agit de François-Louis Anastet, un jeune officier de 25 ans qui, sorti de l'école de Saint-Cyr en 1889, a été mis en non-activité pour retrait d'emploi en raison d'une inconduite liée à de nombreuses plaintes déposées contre lui par ses créanciers. Interrogé par Marie-François Goron, chef de la sûreté de la préfecture de police de Paris, et confronté à la bonne Delphine Oubre, ce sous-lieutenant du 158e régiment d'infanterie passe rapidement aux aveux. Anastet précise ensuite devant le juge d'instruction que sa situation financière était devenue extrêmement délicate en raison des dettes de jeu considérables et des caprices coûteux de ses maîtresses, notamment ceux de Madeleine Gonzalez, une danseuse du corps de ballet du théâtre Bellecour à Lyon. C'est ce qu'il a décidé à accomplir, ce crime, pour dérober des valeurs chez la baronne Délard, qui, lorsqu'il habitait dans sa jeunesse à Paris, et était ami du fils de ses anciens domestiques, lui témoignait beaucoup d'affection et avait même facilité par ses relations son entrée dans l'armée. Interné à la prison de Mazas, François-Louis Anastet commence à y rédiger ses mémoires qu'il souhaite intituler « Jeunesse d'un crime ». À la fin du mois de février 1892, son procès se déroule devant la cour d'assises de la Seine. Refusant de considérer qu'il a agi sous l'emprise de la folie ou d'un trouble mental, le jury, après 50 minutes de délibération, le condamne à la peine de mort le 26 février. Dans la capitale, sur le boulevard Bonne-Nouvelle, la police arrête des camelots chantant la complainte d'Anastet qui, reprochant à ce dernier d'avoir trop aimé les cocottes, se conclut ainsi. « Faut gober cette créature, mais pas plus qu'il ne faut, car ça mène à l'échafaud. » François-Louis Anastet est guillotiné à 5h30 du matin le 9 avril 1892, place de la Roquette à Paris. On lit alors dans la Croix « Un bourgeois demandait ce matin, place de la Roquette, à un ouvrier assez fripé, pourquoi l'affluence était si peu considérable à l'exécution d'Anastet. Ce n'est qu'un fils de bourgeois, pourquoi voulez-vous qu'on se dérange ? » Le profil criminel de ce bourgeois, fils de pharmacien, a néanmoins suscité beaucoup de réactions et d'interrogations dans la presse. Certains journaux publient par exemple l'analyse développée par le célèbre criminologue Cesare Lombroso à partir de l'examen des caractéristiques du visage d'Anastet, qui précise « La physionomie, selon le portrait, ne serait pas d'un criminel né, mais d'un viveur, d'un débauché. » Mais c'est surtout le statut d'Anastet, officier de l'armée française, qui fait l'objet d'une multitude de suppositions, de commentaires et de polémiques. Tout d'abord, la rumeur ayant couru que le meurtrier avait sous le bras une serviette porte-document au moment de son assassinat, fait pendant toute la durée de l'enquête policière porter les soupçons de la population sur les militaires et hommes politiques d'importance qui, à cette époque, sont généralement munis d'un tel objet. Une fois Anastet confondu, beaucoup s'intéressent ensuite dans le détail aux spécificités du parcours de cet officier qui serait susceptible d'expliquer ses actes. Le supplément illustré du Figaro publie même un dessin réalisé par l'assassin lorsqu'il était élève à Saint-Cyr. On se demande aussi si ce coureur de femmes, criblé de dettes, prenant sans aucune morale, froidement et de manière préméditée pour cible une vieille femme,
qui avait jadis été sa bienfaitrice, ne salit pas irrévocablement le prestige de l'uniforme par le sang qu'il a lâchement fait couler boulevard du Temple. Comment l'école militaire prestigieuse de Saint-Cyr, dont la devise met en avant l'honneur pour guide, a-t-elle pu produire un tel monstre? À cet égard, à travers la description physique qu'il en dresse, le Figaro semble dépeindre Anastet comme une brebis galeuse que cette institution ne serait finalement parvenue à rendre respectable qu'en apparence. L'ex-sous-lieutenant a gardé beaucoup de l'allure militaire, moustache effilée, cheveux taillés courts à l'officier, redingote droite serrée à la taille. De loin la figure est énergique, la mâchoire très développée donne à l'ensemble de la physionomie une expression dure, presque cruelle. Mais lorsque l'on s'approche et qu'on observe vainement le regard, toujours insaisissable et fuyant, c'est la sournoiserie qui domine. Du fait du grade qu'il avait acquis dans l'armée, de nombreux débats porteront encore sur la question de savoir si Anastet devait être passé par les armes ou bien décapité.